Nous sommes le samedi 20 juillet 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur la télévision nationale. CAN Égypte 2019, après 29 ans sans trophée, les Fennecs sont champions du continent pour la deuxième fois de leur histoire. Ils sont venus à bout des Lions de la Teranga. Nous vous proposons dans ce journal le résumé de cette finale. Journée mondiale contre l'hépatite. À l'occasion, Rotary International lance une campagne de dépistage pour la population. Vous suivrez dans cette édition le président de la Commission nationale campagne hépatite 0. Et puis, le gouvernement du Bénin et le BIT œuvrent pour le renforcement de la filière ANACAD. Le Bénin bénéficie à cet effet d'un projet d'appui soutenu par le Bureau international du travail et financé par l'Union européenne. L'Algérie sur le toit de l'Afrique au terme de la finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après 29 ans sans trophée, les Fennecs sont champions du continent pour la deuxième fois de leur histoire en venant à bout des Lions de la Teranga. Voici le résumé de cette finale entre l'Algérie et le Sénégal que nous propose Bruno Souali. Il aura fallu attendre 29 ans pour revoir l'image d'une Algérie brandissant le trophée continental de la Coupe d'Afrique des Nations et reprendre sa place de reine du football africain. Invincible Algérie en Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dans cet ultime acte, les Fennecs donnent le ton dès le coup d'envoi. Bagdad Bounedjah conclut une offensive à la 2e minute sur un tir dévié par la jambe de Salif Sané. Alfred Gomis, le gardien de but sénégalais impuissant, regarde le ballon mourir au fond de ses filets. La finale ne pouvait pas mieux démarrer pour l'Algérie. Le match devient tendu avec des fautes et des gestes d'anti-jeu à répétition. La 38e minute sera celle de la frayeur pour les Fennecs d'Algérie. Mbaye Niang est à deux doigts de surprendre Raïs Mboli sur ce contrôle et frappe enchaînée. Le Sénégal pousse et dans les dernières secondes du temps réglementaire, Ismaïla Sarr est bien servi dans la surface de réparation. La défense algérienne se sauve du danger et maintient l'avantage 0-1 à la pause. Les Lions de la Teranga doivent revenir au score en deuxième partie. 58e, Sadio Mané manque son geste avant que l'action controversée de la partie se produise à la 59e minute. La main de Guedioura sur ce centre de Mbaye Niang n'est pas jugée fautive par Alioum Alioum après consultation de la VAR. Le Sénégal, ne pouvant bénéficier d'un pénalty pour revenir au score, remet ses forces dans la bataille. 66e minute, les Lions de la Teranga se montrent une fois encore incisifs. Lamine Gassama lance Mbaye Niang. L'attaquant sénégalais, gêné par la sortie de Raïs Mboli, manque le cadre avant que Youssouf Sabali s'essaye de loin. Mboli est en état de grâce. Le Sénégal, qui n'avait jamais battu l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations et qui n'avait jamais remporté cette compétition, ne pourra réaliser son rêve en Égypte. L'Algérie l'emporte aux dépens du Sénégal. Les Lions de la Teranga devront espérer dans 2 ans au Cameroun, car demain est un autre jour. Au terme de la finale de la CAN 2019 qui a vu le sacre de l'Algérie face au Sénégal, les sélectionneurs des deux équipes se sont présentés aux médias. Jamel Belmadi et Aliou Cissé, respectivement sélectionneurs des Fennecs et des Lions de la Teranga, décryptent le match. On les écoute. Même si c'est difficile peut-être à voir, mais très heureux pour tout ce monde, toute notre nation, notre peuple, qui attendait cette deuxième étoile depuis tellement de temps. Première Coupe d'Afrique gagnée à l'extérieur du pays. C'est tout simplement extraordinaire. Surtout quand on voit d'où on vient. Il y a 10 mois, j'ai récupéré une équipe vraiment dans la difficulté, sans vouloir dramatiser, mais c'était vraiment dans la difficulté. Et réaliser tout ce qu'on a pu faire et se porter comme ça sur le toit de l'Afrique en 10 mois, c'est tout simplement extraordinaire. Les titres, c'est ce qui m'intéresse. Et donc j'avais dit que si un jour je prenais, ce serait avec cet objectif-là. Ma prise de fonction, dès la première des conférences de presse, pour venir là-dessus, j'avais dit que on m'avait dit que la Coupe d'Afrique serait, si on se qualifiait, parce qu'on n'avait même pas on commençait les qualifications, est-ce que ce serait une compétition de transition? J'avais dit non.
Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais d'abord on va se qualifier dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va y aller pour la gagner. Dans l'ensemble du match, honnêtement, on ne démérite pas. Je crois qu'on a contrôlé plutôt le match. On s'est procuré des occasions. Et effectivement, on n'a pas pu marquer ce but-là qui pouvait à un moment donné les faire douter. Mais vous savez, quand vous marquez un but très tôt dans le match, les plans sont beaucoup plus clairs. Il fallait qu'on attaque et face à un bloc très dense, un bloc très agressif, et on n'a pas pu trouver en tout cas la solution. Ça s'est joué sur des détails. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui remporte la première CAN à 24. Et quand vous savez à quel point c'est difficile de gagner des matchs en Afrique, encore une fois de suite, féliciter l'équipe algérienne, parce que ce fut un combat difficile pendant un mois, où tous les matchs ont été disputés, tous les matchs ont été difficiles. Des grands d'Afrique y ont laissé des plumes. C'est le football africain qui gagne. Rendons-nous à présent à la Cour constitutionnelle où il y a eu audience. Le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin a été reçu par le président de l'institution. Les deux hommes ont notamment échangé sur la situation sociopolitique dans le pays. À l'occasion, le président de l'EPMB a tenu à rassurer son hôte du soutien de son Église quant au dialogue politique initié par le chef de l'État. Au micro de Génial Afouda et Amitié Sagwedi, le révérend Amos Kondjessou dévoile les raisons de leur présence. Nous sommes venus ici au siège de la Cour constitutionnelle rencontrer le président pour échanger avec lui par rapport à la situation sociopolitique de notre pays et pour le rassurer des prières ferventes de l'Église protestante méthodiste du Bénin à l'endroit de toute la nation, à l'endroit du gouvernement et à l'endroit de lui-même pour un heureux aboutissement du dialogue politique qui est amorcé. Notre paix dépend de la paix du pays qui nous habite, comme a dit le prophète Jérémie au chapitre 29. Et si le pays est en paix, nous sommes aussi en paix. L'Église joue son rôle dans la paix. Donc nous avons le droit, l'obligation, le devoir de travailler pour la paix. Et c'est pourquoi nous sommes venus partager avec le président de la Cour constitutionnelle la vision prophétique de l'Église protestante méthodiste du Bénin par rapport au dialogue amorcé et par le chef de l'État. Nous avons été très bien reçus par le président. Nous voulons le remercier et nous prions encore Dieu pour lui, le Seigneur pour lui et tous ses collaborateurs afin qu'ils travaillent dans la sérénité, dans la paix et dans la joie pour le bonheur de notre nation. Le président de la Cour constitutionnelle nous a rassuré de la bonne volonté du gouvernement et de l'institution qu'il dirige d'accompagner sereinement et tout ce que chaque institution doit faire pour un aboutissement heureux de ce dialogue. Nous avons été satisfaits de son appréhension, nous avons été satisfaits de la réponse qu'il nous a donnée, de l'entretien global que nous avons eu avec lui. Qu'il vous souvienne, il y a quelques semaines, le président de la République a effectué une sortie médiatique au cours de laquelle il a promis d'engager un dialogue politique. Avant et même après son message à la nation, les églises membres du Conseil œcuménique national des églises du Bénin, CONEB, ont poursuivi leurs actions en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Au micro de Innocentia Aladagbe et de Monique Toron, ils se réjouissent de l'aboutissement de leurs prières pour la paix. Nous nous réjouissons aujourd'hui car Dieu, notre Père céleste, a exaucé nos prières. En effet, le chef de l'État a joint l'acte à la parole en invitant effectivement les partis politiques au dialogue le lundi 15 juillet 2019 pour l'enracinement de notre démocratie. C'est dans cette dynamique que les églises membres du CONEB ont décidé de partager avec vous leur joie pour l'exaucement de leurs prières et l'amorce du dialogue au bénéfice de la paix et de la concorde. À travers la présente déclaration, nous, Église membres du CONEB, tenons à féliciter
et encourager le chef de l'État pour son ouverture et l'amorce du dialogue politique promis. Saluons l'humilité et le patriotisme des partis qui ont pris part à cette séance du lundi 15 juillet 2019. Invitons tous les autres partis concernés à cette même ouverture afin que chaque formation politique propose en toute liberté ses solutions pour une paix durable. Demandons à toute la classe politique de poursuivre ce dialogue en vue de la décrispation totale de la situation post-électorale. Enfin, rassurons le chef de l'État et le peuple béninois de nos prières ferventes pour l'aboutissement heureux du dialogue politique amorcé en vue de la consolidation de la démocratie et de la paix durable au Bénin. Depuis quelques jours, le Bénin pleure un de ses valeureux fils, feu Alain Marcel de Souza, comme il convient de l'appeler désormais, s'en est allé. Mais les souvenirs des énormes services qu'il a rendus au Bénin et même à l'étranger au nom de son pays continueront de faire parler de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, a été marqué par une situation qu'il explique sur des propos recueillis par Bertin Adimi et Giscard Akpofi. Lors du sommet qui a marqué la fin du mandat de 2 ans qui avait été négocié par notre pays, le sommet n'a pas reconduit M. de Souza à son poste de président de la Commission, alors qu'il méritait bien de poursuivre son travail. Le président m'avait instruit à l'époque de tout mettre en œuvre pour que nous puissions obtenir le maintien de M. de Souza. Le président lui-même au sommet a fait ce qu'il fallait faire, mais le sommet étant souverain, nous n'avons pas pu obtenir la reconduction de M. de Souza. C'est le souvenir que je garde de lui. Ça a été un réformateur pour la CEDEAO. Ça a été un homme engagé pour que le mandat qui lui a été confié par les chefs d'État puisse être mis en œuvre, et il l'a fait de manière très professionnelle. Je voudrais donc saluer sa mémoire, saluer l'œuvre gigantesque qu'il a accomplie à la tête de la CEDEAO et présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis, et dire qu'avec lui, nous perdons sûrement un grand commis de l'État, un haut fonctionnaire qui a représenté dignement la République au sein de cette institution qu'on appelle la CEDEAO, après qu'il ait été fonctionnaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et aussi ministre de la République. Pour toutes ces responsabilités qu'il a eues, il est important que la République le salue, et je m'incline devant sa mémoire. Parlons santé à présent. La communauté internationale va célébrer la journée contre l'hépatite. C'est l'occasion pour mener des actions afin de venir à bout de cette maladie. Pour rester dans cette dynamique, Rotary International lance aujourd'hui une campagne de dépistage dans tout le Bénin. À cet effet, le président de la Commission nationale campagne hépatite 0 a été reçu par Blaise Adankbo et Igor Ayosso. On l'écoute. Je voudrais porter l'information que le Rotary International lance dans la semaine du 20 au 28 juillet 2019, la semaine panafricaine pour l'éradication des hépatites B et C. Vous convenez avec moi que dans un environnement, dans un écosystème de réforme engagé par le président de la République, son Excellence M. Guillaume Patrice Talon, il est important que le Rotary puisse également apporter sa part de contribution en améliorant la santé de nos populations. Donc c'est un événement important, je dirais même inédit, dans notre pays, où le Rotary va procéder au dépistage gratuit sur toute l'étendue du territoire national
des hépatites B et C pour environ 12 000 personnes. Chers Béninoises et Béninois, le Rotary International vous invite massivement à vous soumettre à ce dépistage gratuit qu'il organise en votre faveur. Nous aurons des sites. Je vous donne l'exemple du département du Littoral. Nous aurons un site à la faculté des sciences de la santé. Nous aurons un site au stade René Pléven. Nous aurons également un site au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Nous en aurons également à Pakpa, à Ilawadje, à la clinique Maouillon, à Fidrosé également, à la clinique du Cœur. En ce qui concerne les départements des Hauts et Collines, nous aurons Boycon, l'hôpital de zone de Dassa. Nous serons présents à Savalou, dans le Borgou. Nous serons à l'université de Parakou. Nous serons dans la Liborie également, à la mairie de Kandi, dans la Takora, à Natitengou, et dans la Donga, au centre de santé de Djougou. Le lancement de cet événement important se fera à l'université d'Abomey-Calavi le mardi 23 juillet dès 9h. La filière agricole constitue, vous le savez, l'un des fleurons du commerce international. Pour travailler et améliorer son impact sur l'emploi, le Bénin bénéficie d'un projet d'appui soutenu par le Bureau international du travail et financé par l'Union européenne. Un atelier a été organisé jeudi dernier pour la diffusion des études réalisées dans ce cadre. Estelle Dokbono. Ils sont 6. Ils sont africains, ces pays où le projet du Bureau international du travail intitulé « Renforcer l'impact du commerce international sur l'emploi » est mis en exécution. Avec l'appui financier de l'Union européenne, il vise essentiellement le renforcement du cycle d'élaboration des politiques et programmes liés aux échanges commerciaux internationaux. L'activité pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, c'est la diffusion du rapport de l'étude Travera entendez Trade and Value Chains in Implement Rich Activities, qui signifie commerce et chaîne de valeur dans les secteurs d'activité riches en opportunités d'emploi, le cas de l'anacarde. Et puis l'étude STEED, qui signifie Skills for Trade and Economic Diversification, qui signifie compétences professionnelles pour le commerce et la diversification économique. Le gouvernement du Bénin a décidé de s'appuyer sur ces deux études commanditées par le BIT pour promouvoir la filière anacarde. L'objectif poursuivi, c'est la diversification de l'économie nationale. La première étude, dénommée étude Travera, vise à identifier les opportunités et les menaces dans la chaîne de valeur des exportations de l'anacarde et des produits dérivés en relation avec la création d'emplois décents au Bénin. Quant à la deuxième étude qui porte sur les compétences professionnelles pour le commerce et la diversification économique dans le secteur de l'anacarde au Bénin, et dénommée étude STEED, elle vise à analyser l'environnement des entreprises dans le secteur de l'anacarde dans notre pays. Le secteur agricole représente pour notre nation l'un des leviers majeurs pour son développement économique durable en raison de sa contribution estimée à 23,3% au produit intérieur brut, soit 15% pour les recettes d'exportation et 15% pour les recettes de l'État selon les enquêtes de l'EMICOV 2015. Le Bureau international du travail et ses partenaires sont convaincus que les résultats de ces travaux vont permettre à court ou moyen terme le développement de la filière anacarde au Bénin. Assemblée générale constitutive de l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Les assises ont eu lieu à Cotonou et ont pour objectif de donner une existence juridique à cette coalition. Lénaï Kagbazao et Monique Doron. L'ASNIP veut se donner une existence légale. L'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin réunit ici ses membres pour une formalisation juridique de la coalition. La démarche connaît le soutien de Cœur international Bénin-Togo par le truchement du projet CI4N, Collective Impact for Nutrition. Cœur international Bénin-Togo a identifié l'Alliance
de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin comme partenaire stratégique qu'elle se propose d'accompagner à travers la formalisation juridique en dotant la plateforme des manuels de procédures de gestion administrative, technique, financière et comptable. Cette volonté d'institutionnalisation répond à la nécessité de se conformer aux réformes selon la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PACIB. Qu'ils vous souviennent que c'est depuis mai 2007 que le Bénin est entré dans le processus de réforme politico-économique dans le secteur de la nutrition et s'est engagé résolument grâce à une vision consensuelle des acteurs de la nutrition vers l'institutionnalisation de la politique de nutrition au Bénin. Ceci s'est traduit entre autres par la mise en place de la plateforme multisectorielle rattachée au cabinet du président de la République et dont la présidence est assurée par le chef de l'État lui-même. Le Conseil de l'alimentation et de la nutrition soutient aussi l'initiative de l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition se félicite de la démarche d'institutionnalisation de la CIN mise en place depuis le 10 février 2015. Cette démarche est gage de bonne gouvernance et le SBCAN vous encourage à poursuivre dans ce sens. Il est à espérer de cette Assemblée générale constitutive l'adoption du règlement intérieur et des statuts de l'Alliance dont les drafts sont élaborés par 3 consultants recrutés. Ces tests vont permettre au réseau de mieux assumer sa mission, lutter pour une bonne nutrition au Bénin. On reste avec Lénaï Kagwazao pour parler du projet d'appui à la synergie locale de l'eau PSLO entièrement financé par la coopération néerlandaise qui a été lancé à Abomey-Calavi. Ce projet fédère différents acteurs pour une gestion intégrée des crues dans les communes de Sémékodi, Abomey-Calavi, Zé, Soava et Porto-Novo. Dans la basse vallée de l'Ouémé, la gestion des crues devient un impératif. Renforcer la résilience des populations, réduire les effets dévastateurs des crues, en tirer des avantages par la valorisation économique des ressources en eau. Ce sont les mobiles qui sous-tendent le projet d'appui à la synergie locale pour l'eau, PSLO, qui est ici lancé, avec l'implication du gouvernement béninois, des associations et des citoyens. Le projet est financé par les Pays-Bas, géré par l'Organisation néerlandaise de développement SNV Bénin et mis en œuvre par l'Agence de coopération internationale de l'Association des municipalités néerlandaises VNG International. Il s'agit que pour les périodes d'inondation, de voir avec les populations les dynamiques existantes, les expériences qui existent, de pouvoir les consolider et qu'à l'intérieur, de pouvoir trouver des innovations pour aider à une meilleure résilience des populations. Ce projet met en place un dispositif technique, administratif et financier au profit de la population de la base dans les 5 communes d'intervention. Et c'est celle de Abomey-Calavi, Sémékodi, Porto-Novo, Zé et Soava. Et par le faire, le projet vise à impacter environ 100 000 personnes dans ces zones. Il s'agit de travailler en synergie avec tout le monde qui est dans cette salle et aussi avec d'autres qui sont actifs dans les mêmes localités et dans les mêmes domaines pour s'appuyer, pour ne pas réinventer la roue, pour travailler en synergie pour avoir les meilleurs résultats. Le PSLO vise à faciliter l'opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau pour le bonheur des populations. Et puis dire que j'apprécie à juste valeur votre intérêt à associer le comité de bassin de Lomé à vos activités et je rassure de la disponibilité de cet organe de gestion des bassins à être à vos côtés. Inscrit dans le programme OMIL Delta, fonds acteur non étatique de la VNG internationale, le PSLO est prévu pour durer 2 ans et demi.
Instant réponse aux exigences de redevabilité et de compte rendu au ministère du cadre de vie et du développement durable, connu sous le nom de revue trimestrielle. Cette traditionnelle réunion a été lancée en présence du ministre José Tonato. Patrick Ayadi et Ernest Tétégou étaient à l'ouverture des travaux. Une pause bilan s'impose au ministère du cadre de vie et du développement durable. Autour de cette table, cadres et agents de ce département ministériel évaluent les performances des projets et programmes enregistrés au titre du trimestre qui s'achève. Le plus important, ce sont encore une fois les recommandations qui vont sortir de notre réunion d'aujourd'hui et le niveau de mise en œuvre de ces recommandations-là. Pour cet exercice, ce n'est pas le discours, ce n'est pas le verbiage qui compte, c'est les chiffres. Les problèmes, les solutions apportées pour améliorer notre taux d'exécution physique. Les chiffres, la direction de la programmation et de la prospective, les livres. Nous avons enregistré au titre de l'exécution physique un taux de 28%. Et en termes d'exécution financière, nous sommes par rapport au PIP, au projet, quand je m'intéresse au projet, nous sommes à 57%. Vous voyez qu'il y a un petit écart entre l'exécution physique et l'exécution financière. D'accord, le taux prévisionnel à fin juin, c'est normalement 50%, mais déjà sur les ressources du budget national, nous sommes à 57%. Donc le gouvernement fait un effort significatif pour mettre les ressources à disposition pour engager. Au sortir de cette réunion, de nouvelles recommandations vont être formulées pour booster davantage les performances pour un cadre de vie agréable au Bénin. Cotonou va accueillir du 23 au 25 juillet la deuxième édition du colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. En prélude au colloque, l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement a exposé les axes qui feront objet de réflexion lors des assises ainsi que l'objectif visé. C'était à la faveur d'une conférence de presse jeudi dernier. Si nous avons décidé vraiment d'organiser ce colloque, c'est d'abord dans un premier temps pour essayer de réduire ce fossé-là qui existe entre l'Afrique et ces pays du Nord. Alors, les Africains en général sont très intelligents. Il suffit notamment de se réunir et d'échanger autour d'une question aussi importante pour justement au sortir d'un tel événement, trouver des solutions et essayer de l'implémenter sans plus attendre. Alors, durant les 3 journées de travaux, nous allons passer à travers 4 axes. Nous allons expliquer vraiment c'est quoi l'approche par compétences. Donc, les enseignants du primaire, du secondaire, d'université, les personnes issues du milieu scientifique professionnel doivent pouvoir débattre de cette question. Au niveau du deuxième axe, c'est tout simplement cette fameuse question d'adéquation formation-emploi. Et nous avons voulu justement que les numériques, puisqu'on le sait déjà, les numériques font partie des compétences transversales de nos jours. On ne peut pas faire sans les numériques. Et à ce niveau-là, cette année, nous avons voulu faire des choses, apporter une valeur ajoutée à ce qui a été fait du côté du Cameroun. Au niveau du troisième axe, il sera nécessairement basé sur le bien-être psychologique au travail. Pourquoi le bien-être psychologique au travail? Quand on parle directement de l'approche par compétences, on parle de l'adéquation formation-emploi. Et du coup, subitement, pourquoi le bien-être psychologique au travail? En Afrique, habituellement, on ne sait même pas ce que c'est. En Europe, depuis ces dernières années, ils mettent quand même il y a un accent particulier mis là-dessus pour essayer d'amener les personnes à mieux s'épanouir. Il y a les ODD, les objectifs de développement durable, qui font aujourd'hui qui sont au cœur maintenant de tout système éducatif. Eh bien, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.